Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette animation en visioconférence sur le positionnement en formation. Vous êtes nombreux aujourd'hui, particulièrement nombreux pour cette animation. Le positionnement en formation est un élément clé pour une prestation de formation de qualité. C'est le sujet d'un des indicateurs du référentiel national qualité, l'indicateur 8 du critère 2. Le prestataire détermine les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Le positionnement est le préalable incontournable à toute individualisation des parcours aussi, hein. C'est un objectif souvent exigé par les financeurs de formation. Il s'agit ici d'optimiser la formation dans son contenu, sa durée, ses modalités, en l'adaptant aux spécificités de chaque apprenant. L'objectif, aujourd'hui, ensemble, avec notre intervenant, est de vous transmettre les clés d'une mise en place appropriée du positionnement dans un parcours de formation collectif ou individualisé, tout en répondant à la certification Calliope. Nous parlerons méthodologie, bonnes pratiques et éléments d'analyse de résultats d'un test de positionnement. L'enregistrement sera par la suite disponible directement sur la page dédiée à la qualité sur notre site internet du Cariforef Occitanie. Je me présente, Virginie Audin, chargée de mission animation et professionnalisation, notamment sur le volet qualité. Alors, on va prendre une minute sur l'émission du Carif Oref Occitanie, même si vous commencez à bien les connaître. En tant que centre d'animation, de ressources et d'information dans le champ de la formation de professionnels et de l'emploi en région, nous intervenons en appui des politiques emploi-formation de l'État, de la région et des partenaires sociaux. Nous avons également un observatoire régional qui fournit aux institutionnels une vision des données emploi-formation régionale. Vous verrez que certaines publications, certains outils peuvent vous être très utiles, hein, notamment dans le cadre de la certification Calliope. Donc en 3 mots, le Carrefour F, c'est observation, information, professionnalisation. Et nous sommes évidemment dans la partie professionnalisation aujourd'hui avec un programme qui touche de nombreux sujets et que je vous invite à consulter régulièrement. Il peut être mis à jour régulièrement. Sur les animations, il y a tout un pan sur le sujet de la qualité. Donc là, je vais faire une revue succincte. Alors, on a démarré l'année avec le sujet de Calliope en mars, notamment et plus particulièrement sur l'audit de surveillance. Là, aujourd'hui, on élargit la réflexion. On n'est pas uniquement sur Calliope, évidemment. On est vraiment sur le sujet de l'outil de positionnement avec l'intitulé du jour concevoir un outil de positionnement permettant de répondre à la démarche qualité. Nous avons eu, l'accessibilité des formations au public en situation de handicap, dont le replay est déjà disponible, en ligne. Et nous aurons en septembre, un sujet aussi, très porteur sur, la RSE. L'engagement des organismes de formation dans une démarche RSE pour faciliter la transition sociétale. Je vous ai mis en bas également les 3 visioconférences sur le label Certif Région. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à aller sur la page Certif Région. Vous avez le replay de la présentation du label. Et puis, bientôt, on aura 2 animations sur l'audit de surveillance également, et puis le référentiel. Tous les textes soulignés seront cliquables sur la version PDF. Vous ne pouvez pas de suite aller sur les liens, mais vous pouvez aller sur notre site internet. Allez, je ne prends pas plus de temps. Sur l'heure et demie où on est ensemble jusqu'à midi. Donc, j'introduis toujours, enfin, tout de suite, je donne la parole à Fabien Expili pour cette animation aujourd'hui. Et je reprendrai la parole simplement pour poser vos questions que vous aurez indiquées par chat. Allez-y, Fabien. Merci beaucoup Virginie et bienvenue à tous. Écoutez, je suis ravi de pouvoir animer en effet ce webinaire avec vous sur l'indicateur 8, hein, sur le positionnement en effet par rapport à Calliope. Alors je vais me présenter rapidement avant de débuter. Donc moi, je suis Fabien Expili, donc je suis gérant de l'organisme e-formation. Alors sachez que je suis également auditeur Calliope, hein, pour 2 organismes certificateurs. Donc j'ai eu l'occasion en effet d'auditer plusieurs organismes de formation. Du coup, ben, je vais tenter aussi, hein, par le biais de ce webinaire, de vous donner un peu des trucs et astuces et puis vous dire aussi, hein, ce que j'ai pu repérer justement par rapport au positionnement, puisque parfois il y a quelques amalgames justement sur le positionnement et le test de niveau. Alors, qui je suis? Donc gérant de l'organisme e-formation qui a été créé en 2007. Nous proposons aujourd'hui des formations spécialisées vraiment plus précisément autour de la pédagogie,
Donc, nous proposons le titre de formateur professionnel adulte. Voilà, c'est une formation que nous proposons en effet à distance, par le biais des classes virtuelles, mais également sur du blended learning, avec un temps de formation aussi en asynchrone. Donc, c'est une formation en effet qui dure avec des durées un petit peu variables, puisque du coup, nous réalisons aussi des tests de positionnement. Et nous proposons cette formation également dans le cadre de l'apprentissage en partenariat avec le réseau IFIR. Nous proposons également une autre certification au répertoire spécifique, voilà, qui s'appelle Concevoir et animer une formation avec une pédagogie active. Donc, c'est une formation de 40 heures qui permet d'avoir une certification reconnue au répertoire spécifique. Voilà. Nous la proposons également à distance. Nous la proposons en blended learning avec une partie présentielle sur des temps aussi de formation asynchrone. Et là, nous sommes en partenariat avec une structure à Marseille qui s'appelle MMC Formation. Nous proposons également d'autres prestations, donc, puisque nous faisons bien entendu de l'accompagnement à la certification Calliope. Voilà, donc nous en avons accompagné à peu près une trentaine, voilà, que ce soit sur l'audit initial, sur l'audit de surveillance, pas encore sur l'audit de renouvellement. Nous faisons aussi pas mal d'audits blancs, hein, justement pour préparer les organismes de formation qui vont avoir leur audit initial ou leur audit de surveillance. Nous travaillons également sur tout ce qui est digitalisation de formation et nous proposons également des séances d'analyse de pratique à distance également, alors en présentiel ou à distance, et qui sont animées par une coach professionnelle. Voilà, hein, pour avoir une vision un petit peu de ce que on propose chez nous. Vous avez notre site internet et vous avez un accès aussi vers des vidéos avec des replays, vers aussi des webinaires et d'autres vidéos que nous proposons sur la pédagogie. Alors, nous allons quand même rentrer dans le vif du sujet avec aujourd'hui donc le sujet qui nous intéresse et qui est la conception d'outils de positionnement, voilà, qui va permettre en effet de répondre à la démarche qualité. Alors, nous allons avoir 5 objectifs aujourd'hui dans notre webinaire. Donc, le premier objectif, nous allons définir la notion de positionnement en formation. Voilà, alors j'ai tenu en effet à ce que vous soyez en mesure vraiment de voir ce qui est un test de positionnement ou ce qui est un positionnement et ce qui ne l'est pas. Hein, parce que, en tout cas, parfois, à plusieurs reprises, j'ai pu, dans le cas de soit des audits, soit de l'accompagnement, remarquer en effet que cette notion de positionnement, elle n'était pas toujours très claire. Donc, on va la définir dans un premier temps. Ensuite, nous allons repérer les outils de positionnement qui peuvent être utilisés pour répondre à la certification Calliope. Donc, en effet, donc je vous donnerai quelques exemples clés. Il ne faudra pas hésiter aussi, bien entendu, à poser vos questions, bien entendu, par rapport à vos questionnements, aussi par rapport à ces outils. Hein, comme ça, je pourrais vous dire aussi ce que j'en pense. Nous allons identifier la méthodologie pour créer un outil de positionnement, hein, puisqu'en effet, on ne va pas créer un outil de positionnement hein, qui va permettre en effet d'évaluer les acquis au démarrage ou avant une formation, de la même façon qu'une évaluation formative qu'on peut avoir en cours de formation ou d'une évaluation sommative ou certificative qu'on pourrait avoir justement à la fin. Nous allons également repérer les pratiques impossibles dans un contexte de formation, en groupe, en individualisé, mais également sur des formations courtes ou sur des formations longues. Et puis, nous identifierons les éléments d'analyse des résultats d'un test de positionnement. Alors, en sommaire, donc nous allons commencer en effet par définir la notion de positionnement. Nous allons voir quelques exemples, en tout cas d'outils de positionnement qu'il est possible d'utiliser. Nous verrons, comme je vous l'indiquais par rapport à l'objectif 3, la méthodologie de construction. Ensuite, les pratiques possibles en fonction des contextes et une analyse des résultats, où là, je partirai en effet sur un entretien de positionnement que j'avais effectué avec un candidat, où je vous montrerai en tout cas comment j'ai pu compléter la grille d'évaluation justement de ce candidat-là. Alors, sur la partie 1, donc nous allons en effet commencer à définir la notion de positionnement. Alors, donc nous allons repérer ce qu'il est et ce qu'il n'est pas.
Alors, donc, le test de positionnement. Donc, il faut savoir que en termes de définition, donc nous allons déjà bien entendu donner une définition. Voilà, qu'on appelle un positionnement, c'est un procédé qui va permettre d'identifier ce qui est acquis en termes de compétences et de connaissances et ce qui doit faire l'objet d'un apprentissage. Voilà, ce qui veut dire que le test de positionnement ou l'entretien de positionnement ou le positionnement lui-même, il est en lien avec les connaissances et les compétences sur lesquelles les apprenants doivent être formés. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on va différencier ce qu'on appelle les préacquis et les prérequis. D'accord. Donc, par exemple, les prérequis, c'est ce qui va permettre de rentrer en formation. Donc, c'est-à-dire, par exemple, en prérequis, on pourrait avoir euh, d'avoir, par exemple, un niveau B1 en anglais, par exemple. On va avoir, par exemple, euh, un exemple qui pourrait être, par exemple, je ne sais pas, avoir une bonne connaissance, par exemple, de Word, avoir des connaissances sur Excel, savoir écrire, lire, parler, par exemple. D'accord. Donc là, il va s'agir de prérequis. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment des éléments qui sont importants, voilà, pour rentrer en formation. Et on va avoir ce qu'on appelle des préacquis. Les préacquis, là, ça va surtout être des éléments qui font partie de la formation et qu'on a déjà. Ok. Alors, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que, par exemple, si jamais vous voulez intégrer une formation en vente, on va, par exemple, déterminer au départ les connaissances que vous avez en vente pour voir si vous avez besoin, par exemple, d'une partie ou de la totalité de la formation. Ou bien de vérifier aussi en termes de niveau, si on peut aller un petit peu plus loin, par exemple dans le cadre d'une formation courte. On aura l'occasion justement de revenir dessus tout à l'heure. Alors, comment on va pouvoir justement positionner? Alors, il existe bien entendu aujourd'hui, alors on reviendra dessus un petit peu plus dans le détail dans le cadre de ce webinaire, on va avoir ce qu'on appelle le test de positionnement. Donc le test de positionnement, généralement, on va voir que c'est très souvent par exemple un test de niveau ou un test qui peut se faire un petit peu sous forme de quiz et qui va permettre en effet de voir le niveau que l'on va avoir au démarrage de la formation. On peut avoir ce qu'on appelle une mise en situation professionnelle. Donc là, la mise en situation professionnelle, il peut s'agir par exemple d'un exercice que vous allez mettre en pratique. Donc par exemple, on reviendra dessus aussi tout à l'heure, il peut s'agir par exemple d'une simulation de vente, par exemple, qu'il est possible de faire et qui va mettre en situation également une personne. Il peut aussi s'agir d'un entretien de positionnement. Donc là, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir un test de niveau à l'écrit, vous n'allez pas forcément avoir une mise en situation professionnelle spécifique, mais vous allez avoir un entretien avec, par exemple, un formateur référent ou bien avec un coordinateur pédagogique ou un responsable de formation et qui va vous poser des questions, par exemple, sur le contenu d'une formation. Et nous pouvons avoir aussi, bien entendu, un mixte, donc c'est-à-dire une partie où on va avoir un test de positionnement ou une mise en situation professionnelle et sur lequel on va ajouter, par exemple, un entretien de positionnement. Alors, il faut savoir, en effet, que pour tout test de positionnement ou mise en situation ou entretien, il est obligatoire, en effet, de partir sur une grille, voilà, qui aura été conçue à la base. Donc, nous le verrons dans la partie 3, sur la partie méthodologie. Et en effet, vous allez voir que la construction, en effet, de l'entretien ou du test, de la mise en situation, doit partir sur un référentiel ou un cahier des charges. Nous aurons l'occasion de revenir justement dessus tout à l'heure. Alors, donc, pour rappel, vraiment le positionnement, ça va être en effet un procédé qui permet de repérer ce qui est acquis, excusez-moi, avant justement l'entrée en formation, pour pouvoir éventuellement adapter un parcours.
Ce que n'est pas un test de positionnement, alors c'est aussi important justement de bien l'identifier. Le positionnement n'est pas un procédé qui va permettre, par exemple, de déterminer le niveau d'entrée à la formation et qui permet de déterminer les prérequis. Voilà. Ce qui veut dire que, par exemple, si jamais vous êtes spécialisé dans les formations en vente, les formations en management ou tout autre type de formation, si vous faites un test, par exemple, sur le niveau de la personne en français ou en maths, voilà, ou en anglais, ce n'est pas un test de positionnement, mais ça va être un test de niveau, justement, qui va permettre d'identifier si la personne, elle a les prérequis, voilà. Ou si vous faites un test, par exemple, en informatique, si jamais vous proposez une formation à distance, ce n'est pas non plus un test de positionnement, puisque le test n'a rien à voir avec le contenu de la formation. Alors, il faut savoir justement que ce que n'est pas un test de positionnement, justement, c'est le test de niveau pour être accepté en formation. D'accord. Ce qui n'est pas également, c'est un entretien de recrutement, hein. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir un procédé justement qui va être différent, puisque vous allez, par exemple, faire un entretien de recrutement au démarrage, par exemple, avec un test de niveau. Et c'est simplement quand la personne, vous estimez qu'elle est admise en formation, puisqu'elle a les connaissances, elle a les prérequis en tout cas pour pouvoir intégrer la formation, que vous allez pouvoir proposer un positionnement pour permettre d'adapter le parcours de formation. Alors, pour essayer de décrypter un petit peu plus dans le détail ce que dit le guide de lecture. Alors, je vous rappelle, hein, en effet, que le guide de lecture est vraiment le référentiel qui va permettre d'avoir l'ensemble justement des informations pour pouvoir du coup bien se préparer par rapport à son audit. Voilà. Donc, en effet, le critère 2, indicateur 8, voilà, va donner un certain nombre d'éléments justement par rapport justement à ce positionnement. Donc il faut savoir qu'il est nécessaire que le prestataire ait déterminé des procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Donc ce qui veut dire que il va falloir en tout cas que le prestataire soit en mesure de démontrer les différentes évaluations des acquis à l'entrée de la formation, d'accord, pour identifier en effet ce que l'apprenant connaît avant de débuter la formation. Mais on voit hein, aussi ici, en effet, que le prestataire, il doit déterminer une procédure, une ou plusieurs procédures de positionnement. Hein, ce qui veut dire que lorsque vous êtes audité, simplement l'outil de positionnement n'est pas suffisant. Il faut bien entendu avoir aussi la procédure qui va avec. Pensez hein, justement à une chose, c'est toujours bien de déterminer dans votre guide de lecture le niveau attendu hein, qui est ici. Voilà, d'accord. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir dans votre guide de lecture l'indicateur, vous allez avoir ici justement le niveau attendu. Donc, c'est-à-dire que le prestataire doit être en mesure de démontrer la mise en œuvre des procédures de positionnement, hein. C'est pour ça qu'il est important de l'avoir écrit au départ, cette procédure de positionnement, pour bien montrer qu'elle a été mise en œuvre. Et de démontrer aussi, bien entendu, la mise en œuvre de l'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation, qui va être adaptée au public, d'accord, et aux modalités de formation. Voilà, ce qui veut dire que, par exemple, votre procédure de positionnement, donc elle va être rédigée, hein, c'est-à-dire que vous allez indiquer que, par exemple, dès que vous recrutez l'apprenant, eh bien, nous allons lui envoyer un test de positionnement, voilà, qui sera corrigé, par exemple. Si vous proposez, par exemple, des formations en anglais, la préparation au TOEIC, bah, du coup, vous aurez un positionnement peut-être qui sera plus en lien avec un niveau de connaissance, d'accord? Donc, sur des questions connaissances ou des exemples de phrases, par exemple, qu'il faudra traduire, d'accord? Voilà. Alors que si vous êtes sur, par exemple, une formation où vous préparez des
managers justement à réaliser des entretiens, par exemple, de management, des entretiens de régulation, de recadrage, etc. Peut-être que le positionnement passera par une simulation. En tout cas, c'est dans les procédures de positionnement que vous allez intégrer tous ces éléments-là. Alors, au niveau du guide de lecture, donc simplement pour rappel, vous avez toujours les éléments de preuve ici. Alors, on est bien d'accord que c'est des exemples hein, d'éléments de preuve, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces éléments de preuve-là, d'accord? Mais vous pouvez très bien, en tout cas, les prendre, en tout cas, voilà, c'est-à-dire décider que vous faites un entretien, une évaluation, mais vous n'êtes pas obligé, par exemple, de dire que voilà, vous allez utiliser un outil de mesure des écarts en termes de compétences. Donc là, au niveau des éléments de preuve, vous pouvez avoir en effet un diagnostic préalable, ça peut être un entretien, voilà, de positionnement, ça peut être une évaluation qui peut prendre la forme en effet d'un quiz, d'un QCM, d'exercice, de mise en situation, de test. Voilà, on aura l'occasion de revenir un petit peu plus longuement dessus tout à l'heure. Ça peut être en effet un outil de mesure des écarts en termes de compétences à faire valider. Donc, c'est-à-dire que ça peut être, par exemple, un outil que vous envoyez justement à l'apprenant et en fonction de ces éléments de réponse, eh bien, vous allez pouvoir déterminer si l'apprenant a le niveau ou pas. Par contre, ce qui est obligatoire, vous voyez, c'est ce que vous allez voir ici, là, la procédure de positionnement ou des conditions d'accès. Voilà. Dans le si, par exemple, vous êtes dans le cadre de la sous-traitance, voilà, si vous n'êtes pas responsable en effet du positionnement, vous devez quand même démontrer que vous les appliquez. Hein, donc, ce qui veut dire que généralement, si vous êtes par exemple en sous-traitance, vous allez avoir votre organisme de formation qui doit, lui, par contre, avoir une procédure de positionnement. Donc, il faudra faire le point avec lui hein, pour voir en effet quelle est la procédure de positionnement qui est vraiment mise en œuvre. Alors, il y a cette dernière question aussi qui est intéressante, hein, cette dernière partie, excusez-moi. Donc, le positionnement peut se limiter à la prise en compte des diplômes, certificats ou titres exigés, expérience, si le prestataire justifie de leur adaptation. Donc, en fait, c'est pour ça que cette dernière phrase, très souvent, on va avoir des apprenants parfois qui font l'amalgame justement avec le test de niveau. Voilà. Tout simplement parce que si jamais, par exemple, vous rentrez des personnes en BTS, vous pouvez exiger que la personne, il faut qu'elle ait un bac. Pour moi, ce ne sera pas forcément un positionnement. Voilà, parce que ce sera plus un prérequis voilà, qui permettra de voir que la personne, en tout cas, elle peut rentrer dans le cadre de sa formation en BTS. Par contre, si jamais vous proposez des formations, par exemple en licence sur la pédagogie, d'accord? Un bac plus 2 en pédagogie de titre FPA, par exemple, pour moi, pourra permettre de déterminer qu'il s'agit bien d'un positionnement, parce que du coup, on sait que la personne, elle aura déjà un certain nombre, par exemple, de connaissances spécifiques en pédagogie. Voilà. Donc en fait, ça va surtout dépendre un petit peu de votre contexte, voilà, et du type de formation que vous proposez, si on est sur des formations longues, si on est sur des formations courtes. Alors, pour rappel, attention à cette notion de non-conformité, hein, justement par rapport au positionnement. Voilà, parce que du coup, par exemple, dans l'échantillon, en effet, qu'on va auditer, une non-conformité mineure est caractérisée par un dispositif existant mais incomplet. Par contre, attention, si vous n'avez pas du tout hein, de de procédure de positionnement ou de test de positionnement, hein, cela peut être considéré comme une non-conformité majeure. Alors, on a déjà certaines questions. Je vais vous poser 2 questions avant de partir sur des questions sur différents types de formations, hein, un petit peu ce sur Oui, quoi vous étiez à la fin. Alors les premières questions, est-ce que le test de positionnement peut être en auto-évaluation? alors,
En effet, ça peut être en auto-évaluation. Il va par contre falloir bien vérifier. Alors, en tout cas, moi, en tant qu'auditeur, je vérifierai bien euh, le le quiz ou le questionnaire, en effet, qui est proposé. Euh, Puisqu'il faut éviter, par exemple, le type d'auto-positionnement de type je sais faire ça, je ne sais pas faire ça. Voilà. C'est-à-dire que on ne peut pas partir simplement sur on va dire, ce que croit l'apprenant. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais on fait une formation, voilà, par exemple, sur de l'onglet, voilà, je connais les verbes irréguliers, oui, je les connais, non, je ne les connais pas, d'accord? C'est simplement l'apprenant qui les connaît ou qui ne les connaît pas, mais il n'y a pas forcément de test qui permet de voir s'il les connaît ou s'il ne les connaît pas. Donc, en fait, un test d'auto-positionnement, ça peut être un début, voilà, de preuve, mais c'est pas toujours suffisant. Ou en tout cas, l'auditeur peut très bien dire, OK, pour cette fois-là, par exemple à l'audit initial, mais par exemple à l'audit de surveillance, peut-être qu'il exigera quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Hein. En tout cas, nous, quand on est formé, voilà, en tant qu'auditeur, on accepte parfois des choses à l'audit initial qu'on n'accepte pas à l'audit de surveillance. Voilà, donc il faut faire attention, hein, justement, à faire évoluer aussi parfois ces process. OK, une question, sur la motivation de l'apprenant. La motivation de l'apprenant est un élément de réussite de la formation. Est-ce que, Oui. dans le positionnement, on peut demander si c'est le stagiaire qui a demandé sa formation ou encore son niveau de motivation vis-à-vis de la formation? Alors, pour moi, on va surtout le faire avant le positionnement. Voilà, puisque comme justement je l'expliquais, le positionnement, c'est pas un test de niveau, il n'est pas là pour se substituer à l'entretien de recrutement. Voilà. Donc pour moi, en fait, la motivation va être vérifiée justement à l'entretien de recrutement. Et quand on accepte justement la personne en formation, là ensuite, elle va avoir un positionnement qui, lui, doit seulement être en lien avec l'évaluation des acquis et pas forcément l'évaluation de sa motivation. OK. Alors, les prochaines questions, en gros, la question c'est: est-ce que le positionnement reste nécessaire ou obligatoire pour les différents types de formations que je vais lister? En fait, il y a eu plusieurs, questionnements comme Oui, ça. Hem, Très précisément déjà sur les bilans de compétences et les VAE. Dans le chat, on nous a indiqué que l'indicateur 8 n'est pas applicable pour les bilans de compétences. Donc, est-ce que le positionnement est nécessaire, obligatoire pour les bilans de compétences et la VAE? non, puisque en fait, il est obligatoire pour les actions de formation continue et pour l'apprentissage. Voilà. En fait, une VAE, alors, ce n'est pas obligatoire, mais par contre, quand on va faire une VAE quand même, très souvent, moi, je conseille de le faire, puisque ça peut permettre aussi d'adapter le parcours de VAE. Alors, sachant qu'en plus, là, il y a une nouvelle loi hein, qui est sortie en décembre et qui indique en effet que la VAE peut être réalisée par bloc, justement, de compétences. Et en fait, dans le cadre de la VAE, on peut proposer une formation complémentaire. Voilà, ce qui veut dire que si jamais on perçoit que l'apprenant il risque d'avoir des difficultés, alors nous, en tout cas, par exemple, dans le cadre du FPA, on sait qu'il y a beaucoup de numérique. Donc, une personne qui a une expérience peut très bien avoir un avis de recevabilité, par exemple, pour faire sa VAE, mais on va se rendre compte que son niveau de connaissance est un peu faible. Donc, si on fait le positionnement, on peut proposer une partie VAE et un complément de formation. On a droit jusqu'à 120 heures dans le cadre d'une VAE. Voilà. Donc, en tout cas, le positionnement n'est pas obligatoire dans le cadre de la VAE, mais il est recommandé. Par contre, il est obligatoire au niveau de Calliope pour les actions de formation continue et pour l'apprentissage. Et pour le bilan de compétences, par contre, il n'est pas obligatoire et il n'a pas forcément d'utilité, ce fameux positionnement. OK. Donc ça me permet de revenir pour reformuler encore une fois ce que vous avez dit. Est-ce que, le positionnement est nécessaire, obligatoire pour les formations courtes de jour et les formations dont le contenu et les objectifs sont fixés réglementairement? Oui, c'est une obligation. Voilà. Hein, on n'a pas le choix. Même sur une formation d'une journée, il faut arriver à faire un test de positionnement. Alors, je vous expliquerai un petit peu plus loin comment on peut faire, en effet, pour pouvoir faire un test de positionnement, même si le positionnement sur une formation d'une journée
son objectif, c'est pas de réduire justement le temps de formation comme une formation longue, mais c'est plus en effet d'adapter justement la formation en fonction des connaissances en effet des participants. OK. Alors là, on a deux interventions. On va encore répéter pour être que ce soit bien clair, hein. Donc là, c'est pour Oui, les diplômes de l'éducation nationale, exemple oui, CAP. Ce que vous appelez oui. test de niveau est appelé test de positionnement, en français et en mathématiques, par exemple. La personne semble un peu perdue. Alors, par exemple, si pour intégrer une personne en CAP, d'accord, on peut très bien faire un test sur ses connaissances en français, maths, par exemple, voilà, pour identifier. Et encore, quelqu'un qui rentrerait en CAP, généralement, c'est un diplôme quand même qui sert un peu d'insertion. Donc, on va avoir tendance à prendre des personnes qui ont même un faible niveau. Voilà, on peut les prendre. Le test de positionnement, c'est par exemple si on prend une personne qui va faire un CAP boucher, charcutier, traiteur, par exemple. Le positionnement, c'est si on lui fait faire un test justement sur comment on découpe une viande. Voilà. Donc là, ce sera le positionnement, d'accord? Alors que le test de niveau, c'est vraiment, en tout cas pour un CAP, voir son niveau d'entrée avant justement d'entrée en formation. Donc là, on est plus sur des prérequis. Voilà. Alors que le positionnement, on va vraiment vérifier déjà euh, dans ses connaissances au niveau du CAP et qui fait office d'apprentissage, voir s'il a déjà des connaissances. Parce qu'il faut vraiment, il faut savoir que la finalité vraiment du positionnement, c'est normalement de réduire le temps de formation, en fait, hein. Voilà. Donc, si on a quelqu'un qui a déjà des connaissances, normalement, ben, il n'est pas censé faire toute la formation. Oui, on va prendre encore un tout petit peu de temps sur, les diplômes et les titres, hein, avec, Oui, un participant qui indique qu'il ne fait que des diplômes et titres RNCP, qui ont un oui, prérequis de validation des diplômes, donc par exemple le oui, bac pour entrer en BTS. Est-ce qu'il oui, doit quand même faire un positionnement? oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que, alors, je ne sais pas sur quel BTS cette personne, qu'est-ce qu'elle propose comme type de BTS. Par exemple, si elle propose, je ne sais pas, du BTS, un BTS lié à l'informatique, par exemple. BTS NDRC. C'est négociation, digitalisation de la relation client, par exemple. Eh bien, en effet, le test de positionnement devra porter sur des connaissances en négociation, sur les connaissances justement en gestion, vraiment sur le contenu du BTS. Voilà, hein. Alors que le test de niveau, en effet, ce serait plus le bac, voilà, qui permet justement d'accéder à la formation. Parce que pour entrer en BTS, il faut un niveau bac. Alors, OK. c'est intéressant, et là on voit d'ailleurs hein, que parfois beaucoup d'OF font souvent l'amalgame, hein, justement, en effet, entre le test de niveau justement et le positionnement. Et en effet, alors c'est intéressant d'avoir toutes ces questions-là parce que l'auditeur va vraiment aller vérifier, en tout cas, les connaissances vraiment par rapport justement à la formation. OK. Alors on commence à avoir des questions sur les types d'outils de positionnement, je les garde pour après. Après, Est-ce que le positionnement est obligatoire pour le pré-apprentissage? normalement, oui. Voilà, normalement, en fait, quand vous regardez bien le référentiel et le guide de lecture, le positionnement est obligatoire pour toute action de formation continue et pour tout apprentissage. Voilà, donc normalement, pour une formation au pré-apprentissage, on est vraiment sur des niveaux, par exemple, de base. Un test de positionnement en maths ou en français peut permettre d'adapter justement un parcours de formation dans le cadre d'une formation en atelier pédagogique personnalisé, par exemple, ce qu'on appelle les APP. Alors, je vais prendre la dernière question pour cette première partie. On va revenir sur la notion de sous-traitance, pour Oui. reformuler encore, pour être bien clair, avec cette question. En sous-traitance, faire le point veut dire que le sous-traitant doit fournir les tests de positionnement ou juste sa procédure. Alors, il doit fournir sa procédure. La procédure, elle est obligatoire et il va fournir aussi ses tests de positionnement. Alors moi, j'ai l'occasion de faire un peu de sous-traitance avec un client, voilà, et du coup,
La procédure de positionnement que l'on va avoir avec ce client, c'est que au démarrage, c'est moi, en effet, qui fais un test de positionnement, voilà, qui va permettre de voir, justement si, les participants, ont déjà des connaissances. Voilà, c'est le client, mon client, en tout cas, pour qui je suis en sous-traitance, qui me dit: «Bah, voilà, merci, de faire un test de positionnement». Il m'a indiqué voilà, que je suis dans l'obligation de le faire, donc je le fais. OK, super, c'est bon pour les questions pour la première partie, on peut continuer. Merci, hein, de Et passer par le chat pour toutes vos questions. attention au timing parce que c'est déjà Ouais, 11h10. mais je pense que c'était Hein? important vraiment que ce soit clair pour Oui, tout le monde sur, ouais, ce ouais, tout qu'est à le fait. positionnement. Tout à fait. Ça va, vous m'entendez bien? Sinon, pas de Oui, souci. oui, après on prend retour, hein, des participants, dites-nous, mais on est bon. OK, super. Alors, on va passer à la partie 2, justement, sur les outils, parfait. On dit que le son est parfait, je vois, c'est super. Alors, donc là, on va partir sur les outils de positionnement possibles. Alors, cette partie, justement, va permettre d'identifier tout ce que vous pouvez faire. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, hein, de tous ces outils de positionnement possibles. Alors, au niveau des tests de positionnement, donc en effet, vous pouvez en avoir plusieurs. Alors, il est important, en effet, au départ, alors dans justement les modalités de conception qu'on verra dans la partie 3, de déterminer le type de positionnement, le test de positionnement qui vous semble le plus pertinent. Donc, par exemple, on pourra partir sur un test de connaissance. Alors, le test de connaissance, par exemple, on peut le faire. Alors, je repars en effet sur mon TOEIC, parce qu'il me semble que c'est en effet un exemple qui est parlant. Voilà. Vous pourrez faire un test de connaissance, par exemple, si jamais vous allez proposer à des candidats une formation pour leur permettre de passer le TOEIC, hein. Voilà. Donc là, en effet, le test de connaissance, il est primordial puisqu'il permet de déterminer un niveau A1, A2, B1, hein, puisqu'on sait que le TOEIC, par exemple, c'est un niveau B2. Voilà. Donc si vous savez que vous avez une personne qui a un niveau A1 ou qui a un niveau B1, on est bien d'accord qu'il n'aura pas la même formation, il n'aura pas forcément les mêmes besoins. Donc le test de connaissance, là, peut être approprié. Vous allez pouvoir aussi proposer ce qu'on appelle un exercice. Donc là, l'exercice, c'est-à-dire que c'est entre le test de connaissance et la mise en situation où vous allez pouvoir proposer, par exemple, des des notions de base. Alors, par exemple, ça pourrait être un exercice sur du marchandisage, un marchandisage, hein, qui est tout ce qui est implantation justement de magasins, où on pourrait par exemple leur demander ce que c'est que du marchandisage de séduction, de gestion ou d'organisation. Voilà, donc là, on aurait des connaissances de base. Et puis ensuite, on pourrait leur demander, par exemple, de faire une petite analyse d'un rayon et de nous dire ce qui est bien et pas bien, par exemple. Voilà. Donc là, par exemple, ce serait approprié si jamais on est sur des diplômes de type éducation nationale. Voilà, parce que je sais qu'il y en a dans les participants. Voilà, et puis ben, on sait que sur l'éducation nationale, parfois vous avez des questions un petit peu de cours. Et ben voilà, on va proposer du coup un exercice qui va du coup se rapprocher le plus possible aussi de ce qu'ils peuvent avoir, hein, à l'examen final. Vous allez avoir aussi, par exemple, des applications. Voilà, alors là, des applications, ça pourrait être, par exemple, quelque chose où on va vraiment demander à la personne de faire une implantation d'un rayon. Voilà, donc de voir où elle met alors ses boîtes de conserve, qu'est-ce qu'elle met sur la gauche, qu'est-ce qu'elle met sur la droite, qu'est-ce qu'elle met au milieu, qu'est-ce qu'elle met en bas, au niveau des yeux, qu'est-ce qu'elle met au niveau des mains, qu'est-ce qu'elle met au niveau des sols. Voilà, donc là, en fait, l'objectif, c'est de voir aussi la méthodologie, par exemple, de la personne, hein, comment elle se situe, voilà, à notre, par rapport à son contenu et toujours par rapport à la formation. Donc là, vous voyez, on pourra proposer aussi des applications. Pour les titres pro de l'adresse, par exemple, voilà, les TP MUM, les TP web designer, tous les TP, vous voyez, tous les titres pro qui sont très pratico-pratiques. Voilà, on va proposer plus, par exemple, un test de positionnement sous forme d'application que plutôt un test de positionnement sous forme de test de niveau.
Nous allons avoir aussi alors, des mises en situation professionnelle. Alors, la mise en situation professionnelle, c'est lorsque vous allez demander vraiment à la personne de s'impliquer. Alors, moi, là, je vais vous mettre un petit extrait, par exemple, de questions de mise en situation de titre professionnel, voilà, que l'on propose pour notre formation professionnelle d'adulte, où nous, en tout cas, de notre côté, nous avons un test de positionnement pour chaque activité type, hein, donc du coup, il y en a 4 hein, sur le nouveau titre professionnel FPA. Et du coup, nous allons proposer en effet un test de positionnement, alors qu'il y a un test de positionnement avec une partie un petit peu mise en situation professionnelle. Voilà, on a essayé de faire quelque chose de très hybride qui permet aussi à nos apprenants de voir un petit peu leur niveau. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, on a une question où on leur demande de nous donner un exemple de progression pédagogique qu'ils ont construit pour une formation en présentiel ou une formation à distance. Et là, en fait, on leur demande de nous envoyer un document en pièce jointe avec l'envoi de leur réponse. Ce qui veut dire que si nous avons une personne qui a déjà de l'expérience en tant que formateur, on va déjà voir sa progression pédagogique. On va voir s'il connaît bien la notion de progression pédagogique, s'il ne la confond pas avec un scénario pédagogique. Voilà, donc on va lui demander, et si jamais l'apprenant n'a pas du tout de connaissances, justement, n'a jamais été formateur, du coup, il nous met, hop, il n'a pas d'exemple de progression pédagogique. Voilà. Vous allez voir en effet que c'est très important aussi quand vous administrez votre test de positionnement, de prévenir les apprenants que ce n'est pas grave s'ils ne connaissent pas tout, puisque le test de positionnement, il est là, hein, bien entendu, pour identifier le niveau de connaissance au départ. Mais on est bien d'accord que s'ils ont 100% des bonnes réponses au test de positionnement, ils n'ont pas besoin de faire la formation. Donc, voilà, il faut bien les prévenir parce que souvent, il y en a qui vont avoir l'impression qu'ils ne savent rien et donc, du coup, ça les stresse. Hein. Donc, c'est vraiment un préalable justement à avoir aussi dans l'explication, dans l'administration du positionnement. Deuxième exemple de question, voilà, on leur demande là, vous voyez, par exemple, de rédiger un exemple d'animation qu'ils ont réalisé et d'indiquer les techniques pédagogiques qu'ils ont utilisées. Donc là, en fait, on va vérifier, par exemple, s'ils connaissent les méthodes actives, s'ils connaissent des techniques pédagogiques différentes, s'ils connaissent la méthode analogique. On va leur demander, ils vont nous expliquer, voilà, par exemple, dans telle animation, voilà, s'ils ont animé une formation, par exemple, en comptabilité ou gestion, eh bien, comment ils ont fait pour pouvoir motiver les apprenants dans la formation, comment ils ont mis en valeur un petit peu leur participation. Voilà, donc en fait, vous voyez, cette question nous permet de voir aussi s'ils sont sur une animation qui est plutôt descendante ou plutôt une animation qui est active. Alors là, je vous ai mis aussi un deuxième extrait, justement pour une autre formation, une formation de responsable manager de la distribution. Alors là, je vous ai vraiment mis un extrait, puisque là, le positionnement normalement pour cette formation, c'est un positionnement d'une fait à peu près, ils ont 24 heures en fait pour rendre le test de positionnement. Voilà, et donc là, vraiment, on est vraiment, vous voyez, sur une partie gestion de projet, aspect budgétaire où on leur a donné tout un cas, où ils sont en effet dans un magasin. Voilà, ils ont le rayon pet food. Ils doivent analyser les résultats du rayon. Donc là, vous voyez, on a la notation et puis on a des questions voilà, où ils doivent calculer un seuil de rentabilité et puis où ils doivent analyser un plan de financement de projet, le plan de trésorerie, la valeur actuelle nette, l'indice de profitabilité et indiquer si c'est conforme. Voilà, donc là, vous voyez, on est aussi vraiment dans une mise en situation professionnelle. Alors, autre chose également, voilà, on a parlé du test de positionnement, on a parlé de la mise en situation et vous pouvez avoir aussi l'entretien de positionnement. Alors, je vous montrerai un exemple tout à l'heure en fin justement de webinaire où
justement sur votre entretien de positionnement. Donc là, c'est un extrait également de ce que l'on fait nous, d'accord? Mais on est bien d'accord, on est sur un entretien de positionnement. Voilà, ce qui veut dire que le candidat ne remplit pas tout seul cette partie-là. Voilà, il le fait avec nous. Donc là, vous voyez, par exemple, sur un. Alors, en fait, donc là, bien entendu, vous avez le nom du candidat, vous avez la date, on a une durée d'entretien qui dure à peu près 1 heure. Donc là, c'est une évaluation qui est faite, par exemple, avec moi. Et en fait, on a repris les compétences du référentiel de certification, ouais, qui sont ici. Alors, je ne sais pas tous repris. Et en fait, là, je vais leur poser des questions. Voilà, donc je vais, dans un premier temps, introduire le positionnement. Je vais expliquer au candidat, voilà, que s'il ne répond pas à toutes les questions, ce n'est pas grave. Voilà, donc là, par exemple, je vais lui dire, bon, bah, alors là, je sais ce qu'il y a un petit peu dans cette compétence-là. Donc, je vais lui dire, bah, est-ce que vous pouvez me dire la différence entre une correction pédagogique et un scénario pédagogique? Est-ce que vous pouvez m'indiquer ce que veut dire pour vous l'andragogie? Est-ce que vous pouvez justement m'indiquer quels sont les grands principes de l'ingénierie de formation? Comment vous faites pour faire de l'ingénierie de formation? Est-ce que vous avez un exemple de progression pédagogique à me montrer? Voilà. Et en fait, en fonction des différents éléments de réponse, voilà, je vais ensuite indiquer s'il ne connaît pas du tout, s'il a une connaissance théorique, s'il connaît et qu'il l'utilise à titre professionnel, et s'il a une très bonne maîtrise du sujet. Voilà. Donc là, je vais indiquer mes commentaires, où je vais lui dire, par exemple, le candidat connaît la différence entre la progression pédagogique et le scénario, mais ne dissocie pas, par exemple, l'andragogie de la pédagogie. Voilà. Hein, ce qui veut dire que je justifie mes réponses et c'est ce qui me permet du coup d'identifier après ben, où est-ce qu'on se situe justement par rapport à ces 4 niveaux-là. Et en fait, vous allez faire ça pour toutes les compétences d'un référentiel. Alors on a quelques questions. Oui, Hem, avant quelques questions pratiques, on va rester sur l'entretien de positionnement. L'entretien de oui. positionnement peut prendre est-ce que là, l'entretien de positionnement peut prendre la forme d'un tour de table avec le formateur qui remplit, la fameuse grille? Alors, oui, ça peut être un tour de table. Alors après, je vois pas trop comment on peut l'utiliser en tour de table. Ça risque d'être peut-être un peu complexe justement à mettre en place, faut prendre peut-être un petit peu de temps. En tout cas, quand on a une grille, il faut qu'il y ait une grille d'évaluation par personne. Mmh. Voilà, il faut quand même normalement, elle reprenne toutes les compétences du référentiel ou toutes les compétences d'un cahier des charges, par exemple. Hein, Alors c'est-à-dire que si jamais la personne qui a posé la question indique que c'est une formation d'une journée, donc je pense qu'il y a pas énormément une grille très alors longue. sur une formation d'une journée, moi je lui conseille plutôt de faire un test au début de la formation. Voilà. Par exemple de type quiz ou autre. Voilà, alors avec par exemple des outils digitaux hein, qui peuvent exister. Voilà, cette personne pourra s'inscrire à la formation que j'anime en septembre, soit à Montpellier, soit à Toulouse. Voilà, ou du coup, dans le cadre du Cariforef Occitanie. Justement, où, par exemple, en effet, on a parfois des quiz aussi avec des outils digitaux hein, de type Kahoot, etc., qui permet d'avoir un résultat. Et ensuite, ça permet de recorriger, de voir le niveau des apprenants. Et là, ça peut être considéré comme test de positionnement. La personne indique aussi qu'ils font déjà un auto-positionnement. OK. Oui, alors après, elle peut faire un tour de table. Il faut voir justement qu'est-ce qu'elle pose comme question et ça dépend. Moi, par exemple, en tant qu'auditeur, là, je vérifierai bien la procédure de positionnement, en fait. Voilà, pour voir justement si le positionnement par exemple, de tour de table prend bien en compte le niveau de départ. OK. Alors, on va continuer. Une question qui est arrivée un peu plus tôt, sur le positionnement. Est-ce qu'on peut, faire l'étude des bulletins scolaires, des absences et des appréciations? Hem, alors pour moi, c'est pas forcément le positionnement, mais là, on est plus sur les prérequis également. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on est plus sur le recrutement de l'apprenant. Voilà, donc là, je pense que cette personne part, sur une formation,
peut-être en apprentissage ou dans le cadre d'une professionnalisation, hein, d'un contrat de pro. Pour moi, si on analyse les bulletins, on n'est pas sur le positionnement, mais Alors, j'ai une voilà. petite coupure son. C'est bon, vous êtes revenu. OK. Donc, je dis, c'est plus ce qui va se faire en amont de la formation. Voilà. Pour moi, par exemple, ce qui pourrait être intéressant pour cette personne-là, c'est qu'elle puisse demander à ses formateurs de faire un petit test de niveau, par exemple, de chaque matière au démarrage, par exemple, au début de l'année, voilà, et qui permettrait du coup de servir de positionnement, quoi. C'est trop lourd à mettre en place parce que c'est vrai qu'il y a des structures où quand on a beaucoup d'apprenants, c'est compliqué à mettre en place. Nous, ça nous prend beaucoup de temps en interne, hein. Pourriez-vous donner des exemples de tests de positionnement sur des diplômes moins pratico-pratiques, des diplômes de type première année ou deuxième année de licence? Oui, alors première re 2e année de licence, dans quel type alors peut-être un peu une licence, quel type de licence? Ça pourrait peut-être m'aider. Alors Nathalie Dieu, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les licences pour, finir cette question sur, licence géographie? OK, alors moi je connais pas beaucoup les licences les licences géographie, mais alors par exemple, alors déjà pour moi ça dépendra aussi de ce qu'on attend d'eux à la fin de l'année. Est-ce que, par exemple, ils ont, un dossier à faire? Voilà, donc est-ce qu'ils ont un mémoire à produire, par exemple, si on est sur du L3? Voilà, donc ça pourrait être intéressant, éventuellement peut-être, je sais pas, s'ils ont de l'histoire un petit peu sur la géographie, bah, de leur demander, heu, d'expliquer en tout cas, un petit peu comment a évolué la géographie, hein. Voilà, je dis les choses comme elles arrivent, j'y connais pas grand-chose là-dedans. Après, ça peut être aussi de mettre une carte de France, et de placer, les différentes villes, ou faire une carte, du monde et placer les différents pays. Voilà, moi je ferais par OK, exemple des choses comme ça, OK. je sais pas si On va enchaîner sur des questions pratiques, hein. Je vous indique, plusieurs questions, hein, pour que vous puissiez répondre, globalement. oui? Est-ce que le positionnement peut être comptabilisé dans les heures de formation? Est-ce que le positionnement doit-il être comptabilisé donc dans les heures de formation ou effectué antérieurement? Alors, Et déjà pour répondre à la question là, pour une formation longue, non. Voilà, on va pas l'intégrer à l'intérieur, d'accord? Mais par contre, si on décide de le faire au démarrage de la formation, en tout cas, le référentiel ne dit pas que le positionnement doit forcément se faire avant, d'accord? Il dit qu'on doit évaluer les acquis à l'entrée. Voilà, donc ce qui veut dire que le positionnement peut aussi se faire sur la première heure, par exemple, de formation, hein, ça pose pas forcément de souci. OK, c'est vrai que, amène une autre question, cette, notion Oui. de durée. Si la durée de la formation varie selon le positionnement, cela veut dire que le coût aussi et le tarif de la formation, n'est-il défini qu'après le positionnement? Alors, pour moi, par exemple, pour une formation courte, je vais faire le positionnement au début. Voilà, au début de la formation. Par contre, sur une formation longue, on fait l'entretien de positionnement, en effet, avant. Parce que sur une formation longue, on va adapter le parcours de formation, par exemple. Et en effet, si on a une formation au départ qui est à 500 heures et qu'on se rend compte qu'avec le test de positionnement ou l'entretien de positionnement, la personne a besoin que des 2 tiers, en effet, on va adapter le tarif de la formation en fonction du positionnement. Voilà. Ce qui veut dire que pour une formation longue, on va faire le positionnement normalement avant même qu'il y ait une demande de financement. D'accord? On a accepté la personne, on fait le positionnement, d'accord? En fonction de son positionnement, on voit le nombre d'heures dont elle a besoin et on adapte le tarif. Voilà. Et ensuite, pour une formation courte d'une journée, on ne peut pas lui faire que 5 heures sur 7 heures, par exemple. Là, en effet, bien entendu, l'adaptation, ça va surtout être au niveau justement du contenu de la formation. OK, on va pas prendre plus de temps sur les remarques ou vos autres questions. On va continuer, on a encore, pas mal de parties à voir. Ok, ok, très bien.
Alors, sur la partie 3, maintenant, on va voir justement la méthodologie de construction de l'outil de positionnement. Voilà, puisque, comme je vous l'ai dit au démarrage, vous allez en effet construire cet outil, qui est une évaluation un peu diagnostique au départ. Voilà. Vous allez pas forcément la rédiger comme une évaluation formative, une évaluation sommative, par exemple. Donc, il faut savoir, déjà dans un premier temps, que pour justement débuter et construire votre outil de positionnement, il va falloir partir sur un référentiel. Alors, je vais partir sur un référentiel si on est sur une formation longue, de type éducation nationale, de type ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé ou bien ministère du Travail. D'accord? Hein, voilà, où vous allez en effet avoir un référentiel avec des formations qui permettent d'avoir une formation reconnue avec un niveau, hein, 3, 4, 5, 6, hein, si on part sur les normes européennes. Voilà, un bac plus 2, un bac plus 3, 4, 5, etc. Vous allez partir aussi, bien entendu, toujours sur un cahier des charges si on n'a pas de référentiel, si on est sur une formation, par exemple, de type intra-entreprise ou si on est sur un programme justement de formation aussi. Vous allez en tout cas toujours partir sur une base puisque votre outil de positionnement va devoir se construire en fonction de cet outil et de cette norme-là. Vous allez par la suite lister les compétences à évaluer. Hein, donc, c'est-à-dire que si on part, par exemple, sur un référentiel, alors je ne sais pas, on va partir sur une formation, voilà, par exemple, d'aide-soignant ou éducateur jeunes enfants, EJE, par exemple. Vous allez avoir toutes les compétences qui sont dans le référentiel, justement, de formation, voilà, ou le référentiel de certification. Et là, on va lister toutes ces compétences-là. Alors, pourquoi on va les lister? Tout simplement parce que le test de positionnement, en tout cas l'outil de positionnement que vous allez construire, doit permettre de balayer l'ensemble des compétences du référentiel. Vous ne pouvez pas balayer seulement une partie. Alors pourquoi? Il faut lister l'ensemble des compétences et on doit avoir des questions pour toutes les compétences. C'est que simplement on peut identifier qu'un apprenant va avoir besoin d'une compétence et pas forcément de l'autre. Voilà. Et si vous évaluez en effet, vous faites votre positionnement que sur certains types de compétences, les autres ne sont pas évalués. Vous allez ensuite, justement, pour chaque compétence, lister les connaissances, les méthodes et les pratiques. Ce qui veut dire que là, par exemple, donc ça aussi, généralement, on va l'avoir dans un référentiel, mais pas forcément dans un cahier des charges, ou pas forcément dans un programme de formation. Voilà. Vous allez avoir, en effet, tout ce qui doit être listé. Voilà, sachant que, bien entendu, par contre, vous n'allez pas pouvoir euh, poser des questions sur toutes les connaissances nécessaires, sur toutes les méthodes, sur toutes les pratiques, mais votre expertise vous permettra en effet de voir quelle question poser, pourquoi cette question elle est plus pertinente et qu'est-ce qu'elle va permettre éventuellement de valider comme connaissance ou méthode si jamais on est capable de l'utiliser. Ensuite, vous allez du coup vous poser la question, en fonction justement de ces connaissances, méthodes, pratiques, quelles sont les questions voilà, est-ce qu'on va par exemple faire un quiz? Est-ce qu'on va faire des exercices? Est-ce qu'on va faire des mises en situation? Hein, donc bien entendu, vous allez toujours devoir faire le lien entre le type justement de positionnement et le référentiel. Voilà. Voir en tout cas le positionnement, l'outil de positionnement qui est le plus adapté. Et ensuite, vous allez commencer à rédiger en effet le support. Donc, ce sera soit en effet un test, soit une mise en situation, soit une application, soit un entretien en fonction de ce qui vous semble le plus pertinent. Alors, pour info, hein, nous en interne, nous avions au départ des entretiens de positionnement. Et en effet, pour un gain de temps, on a basculé justement l'entretien de positionnement sous forme d'application, en tout cas sous forme de test, parce que ça nous permettait aussi de gagner du temps et on prenait moins de temps ensuite à faire l'analyse et à faire un petit feedback avec l'apprenant. Voilà, on gagnait une demi-heure justement par apprenant, parce que du
on a une montée en puissance, hein, de nos apprenants en formation et les voir en entretien de positionnement, ça nous demandait beaucoup. Alors, il faut savoir, en tout cas, que lorsque vous allez aussi construire votre outil, vous devez toujours l'accompagner d'une grille, d'accord, qui va vous permettre de dépouiller votre outil de positionnement. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous avez un test, par exemple, de positionnement spécifique, bah, vous savez que la réponse à chaque question va permettre de valider, par exemple, telle ou telle compétence. D'accord. Donc, il est primordial, en effet, de pouvoir euh, bien d'être clair justement sur la grille de dépouillement et voir comment vous allez pouvoir évaluer que telle connaissance elle est acquise ou pas. Ensuite, hein, vous allez, alors, lorsque vous aurez construit votre grille, vous allez remplir, bien entendu, votre grille là, d'accord. Donc là, je vais un peu plus loin de la méthodologie de construction, hein, mais c'est vraiment pour vous donner toute la démarche. Vous remplissez la grille. Ensuite, vous analysez justement les résultats, d'accord? Donc, c'est l'objectif en effet de l'outil de positionnement. Et vous allez ensuite adapter le parcours de formation. Alors, il faut savoir en effet que euh, lorsque vous avez justement parcouru un petit peu toutes ces étapes-là, bah, ça va vous permettre, bien entendu, aussi de tester votre outil de positionnement, de voir comment vous pouvez le faire évoluer pour bah, du coup être au plus au clair justement avec les attentes du référentiel et de la certification Calliope. Alors il faut savoir que généralement, quand vous avez utilisé un bon outil de positionnement, ça va vous permettre en effet de personnaliser des parcours. Alors là, je voulais simplement vous montrer un petit peu sous forme schématique. Partons du principe que nous avons une formation, vous voyez, qui commence en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. D'accord. Donc, qui débute le 1er septembre et qui termine le 28 février, et qu'on a 6 mois de formation. Voilà. On a une autre formation qui commence en mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà. Donc là, vous avez 6 mois de formation. Le fait d'avoir fait un test de positionnement ou un entretien, ou etc., vous voyez, nous permet de voir, par exemple, que l'apprenant A, il a besoin, lui, des modules 1, 2, 4 et 5. Il n'a pas besoin du module 3 et du module 6, parce qu'on se rend compte bien, qu'il a déjà des connaissances. On se rend compte que l'apprenant B, lui, il n'a pas besoin du module 1, il a besoin du module 2, 3, 4, 5, 6. Le 2 et 4. L'apprenant D, il a besoin de toute la formation. L'apprenant se rend compte qu'il a besoin du module 1, 2 et 6. Mais vous voyez qu'il est rentré un petit peu plus tard. Voilà, on l'intègre avec la nouvelle promotion. Alors là, vous voyez, ça vous permet aussi de voir que le positionnement peut vous permettre de proposer des formations en entrée et sortie permanentes. D'accord. Alors, n'hésitez pas, j'ai un petit webinaire justement aussi, un enregistrement sur mon YouTube que vous pourrez justement aller voir et qui va vraiment faire un lien avec ce positionnement-là, puisque il permet vraiment de personnaliser les parcours de formation. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, l'État, hein, souhaite en effet qu'on essaye de mieux optimiser justement les budgets de formation. Alors même si ce n'est pas toujours évident à mettre en place, voilà, on sait que parfois dans certains organismes de formation, ben, un petit peu le côté commercial fait que du coup on a besoin d'intégrer des personnes justement un petit peu sur la totalité de la durée de la formation. Alors, pensez bien à une chose, c'est que d'un point de vue aussi de l'offre de formation que vous allez proposer, vous pouvez proposer des approfondissements, hein, qui permettent aussi d'avoir une durée de formation, qui permettent de répondre à un référentiel et qui va euh, permettre limite de mieux motiver justement l'apprenant. Alors on a une question, sur, Oui. justement l'adaptation du parcours. Est-ce que cette modularité est-elle compatible avec, le social learning? Alors,
Alors le des social enfants? learning, en tout cas, c'est ce qui va permettre généralement justement aux apprenants, d'échanger entre eux. Alors moi, je vais vous donner un exemple du CNAM. Alors vous voyez le CNAM qui est le Conservatoire national des arts et métiers, hein, qui existe depuis des décennies, voilà, même plusieurs siècles. Eux, vous voyez, ont été vraiment les pionniers sur justement la mise en place qu'on appelle d'unités d'enseignement. Ils appellent ça des FAD, voilà, où on avait des apprenants qui intégraient un module, puis qui allaient intégrer un autre module de formation, mais pas forcément avec les mêmes apprenants, voilà, et qui étaient ensuite sur un autre module avec d'autres types d'apprenants. Et en fait, il faut savoir que l'adaptation de parcours ne veut pas forcément dire qu'on ne crée pas une dynamique collective et que justement le social learning en est amoindri, hein. C'est-à-dire que ça va être une autre forme hein, justement d'apprentissage, qui veut dire que cette adaptation-là va permettre justement aux apprenants de ne pas forcément être qu'avec un groupe, mais peut-être avec deux ou avec trois. Voilà. Donc en fait, on aura des forums, par exemple, qui vont être différents. On n'aura peut-être pas forcément un forum général, mais on pourra avoir un forum peut-être aussi par unité d'enseignement, par exemple, par module. Alors, on a d'autres questions sur des demandes d'exemples, et cetera, qu'on pourra reprendre à la fin. Je pense que là, on peut, Oui, partir sur, les 2 derniers ok. sujets. Alors là, du coup, je vais partir sur la partie 4 et 5 et puis on fera les questions à la fin, du coup, hein. Oui. Ok. Alors, sur la partie 4 maintenant, sur les pratiques possibles en fonction des différents contextes. Alors, je vous expliquais tout à l'heure, en effet, que vous pouviez avoir des formations soit en individuel, soit en collectif, pour des formations courtes ou pour des formations longues. Alors, pour une formation courte, généralement, moi, ce que je vous propose, alors on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de faire un test en début de formation. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que vous voyez, moi également, un petit peu de mon côté, je suis parfois confronté, vous voyez, à des formations courtes. Vous voyez, par exemple, on va animer un webinaire. Je vais animer un webinaire en juillet sur une formation de formateur de 2 jours. Voilà, donc webinaire, pas un webinaire, c'est un séminaire, d'accord, où du coup, là, on aura 30 participants, on sera 2 intervenants, et là, en fait, on va faire un test de niveau, justement, au démarrage, pour identifier leur niveau de connaissance, qu'on adaptera après par la suite, puisqu'en plus, de toute façon, mon commanditaire, hein, là, on est sur une formation en intra, souhaite, en effet, qu'il y ait 2 jours de formation, donc il n'y a pas forcément une adaptation du parcours. Donc là, on aura un test, en effet, en début de formation et c'est généralement ce que je vais conseiller de faire pour une formation courte. Alors, vous pouvez aussi faire, alors comme on en a parlé tout à l'heure, un test d'auto-positionnement, d'accord? Donc l'auto-positionnement est autorisé, en tout cas dans le cadre de Calliope, si jamais on est sur un test de connaissance. Voilà. On ne doit pas être sur un test, en effet, qui va permettre à l'apprenant de s'auto-positionner en disant je sais faire, je ne sais pas faire, je sais faire, je ne sais pas faire. D'accord? Il faut en tout cas qu'on ait vérifié hein, que le niveau de connaissance était acquis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire sur parole que va vous dire votre apprenant. Il faut vraiment proposer en effet un auto-positionnement spécifique qui permette d'évaluer le niveau de connaissance. Ensuite, vous allez en effet avoir le quiz. Alors, je vous conseille également, par exemple, de pouvoir proposer des quiz alors avec des outils numériques. Alors, vous en avez pas mal, hein. Vous avez des outils alors en version premium, hein, par exemple, donc qui sont gratuits au début et qui sont voilà, payants. Alors Kahoot, par exemple, comme il dit Aude, je suis tout à fait d'accord. Vous pouvez utiliser Plickers, vous pouvez utiliser Quizzes, vous pouvez utiliser la cuisinière. Enfin, vous avez plein d'outils voilà, qui vont vous permettre, ou Clap, merci Agathe, en effet, qui vous permet de faire des quiz. L'essentiel, en tout cas, c'est d'avoir un résultat individuel. Alors, en plus, je trouve que, vous voyez, pour une formation courte, faire un petit test comme ça au début de la formation, bah, ça permet de créer un petit peu une dynamique, ça permet
d'échanger, ça permet de faire un réveil un petit peu sur les connaissances, ça permet aussi d'enrichir, en effet, ce que les gens ce que les participants ne connaissent pas au démarrage. Voilà, donc ça peut créer ce qu'on appelle aussi un conflit socio-cognitif, hein, puisque ça peut permettre en effet d'échanger entre les différents apprenants. Donc en tout cas, c'est une bonne manière de pouvoir faire un test de positionnement au démarrage. Généralement, faites attention à ce que votre test de positionnement, si vous êtes sur une formation courte, ne dure pas plus de 10% à peu près du temps de formation. Voilà. Donc généralement, vous voyez, l'accueil, c'est 10% du temps de formation. Donc sur une formation d'une journée, c'est 40 minutes. Test de positionnement avec la correction, d'accord? Je dis bien avec la correction. C'est généralement aussi une quarantaine de minutes maximum, hein, pour qu'à la pause, justement, les apprenants se rendent compte déjà qu'ils ont commencé à travailler sur un certain nombre de concepts que vous pouvez commencer à argumenter parce qu'il y a forcément à corriger, hein, si vous le faites en début. Alors, pour des formations longues, alors là, je vous ai mis quelques exemples. Alors, vous voyez, par exemple, sur une formation en management, on pourrait demander, par exemple, de faire une simulation d'entretien. Voilà, alors là, c'est pareil, hein, ça dépendra toujours de la finalité, justement, de la formation et de l'évaluation finale, hein, qu'il y aura, bien entendu, après. Sur une formation en vente, ça peut être, par exemple, sur la simulation de réclamation client. Sur alors une licence en géographie, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi, vous voyez, par exemple, le fait de placer justement sur une carte les différents pays. En plomberie, mise en situation sur la réparation d'une panne, voilà, un problème justement d'évier bouché ou une fuite, par exemple. En anglais, ça peut être le test de niveau pour déterminer le niveau 1, 2, etc. En gestion, ça peut être sur le calcul d'un seuil de rentabilité, d'accord? En TRE, technique de recherche d'emploi, ça peut être par exemple une simulation d'entretien d'embauche, par exemple. Voilà, d'accord? Donc sur une formation longue, par contre, je vous conseille en effet de toujours le faire en amont, bien entendu, de la formation, puisque là, il faut pas se louper et ça peut vraiment, en effet, être en lien aussi avec le financement, hein, de la formation. D'accord? Sachez aussi une chose, c'est que nous, par exemple, nous avons certains financeurs, ils savent qu'on fait un test de positionnement et un entretien de positionnement. Ils savent qu'on ne met pas forcément toujours tout le parcours justement à nos apprenants. Et du coup, bah, ils nous envoient parfois en effet des apprenants bah, parce qu'ils savent qu'on va optimiser au mieux le budget de formation. D'accord? Et ça demande forcément une logistique différente. Mais en tout cas, voilà, hein, vous savez que cette notion d'individualisation et de positionnement, elle va être de plus en plus regardée aussi par l'État, hein. Alors, ensuite, dans le cadre d'une formation collective ou dans le cadre d'une formation individuelle. Alors, il faut savoir que vous avez plusieurs possibilités et que pour mettre en place justement le positionnement, vous allez faire attention à proposer, alors je regarde l'heure, proposer justement peut-être différentes modalités d'organisation pour pouvoir répondre justement à du collectif ou de l'individuel. Alors, pour une formation en effet collective, vous pouvez proposer en effet, par exemple, de la classe virtuelle en format synchrone, d'accord, avec un nombre d'apprenants justement qui va être spécifique, d'accord, où vous pouvez tout à fait justement par rapport au positionnement derrière, ben, pouvoir justement répondre à un besoin justement collectif spécifique, sachant que les classes virtuelles sont courtes. Alors, vous pouvez regarder un replay justement sur le Cariforef Occitanie, sur lequel j'avais animé l'année dernière un petit peu toute la partie sur les outils digitaux. Et puis, nous avons aussi des formations, en effet, qui auront lieu via Cariforef en septembre sur tous ces outils digitaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je vais les animer moi, hein, une à Montpellier et une à Toulouse. Voilà, donc qui vous permettront aussi de donner un petit peu les rudiments justement d'utilisation d'une classe virtuelle.
Vous pouvez bien entendu aussi proposer du présentiel, mais il faut savoir qu'aussi, justement, si jamais par exemple vous avez, une formation individualisée, vous pouvez proposer de l'asynchrone, d'accord? Avec du distanciel, qui sont des ressources pédagogiques que vous allez avoir justement à disposition. Qui nécessitent, par contre, bien entendu, un temps estimé, voilà, avec, justement des éléments de preuve qui démontrent que la formation elle a été réalisée justement par les apprenants. Alors, ce qui veut dire que, vous voyez, par exemple, sur des formations collectives, vous allez pouvoir proposer de la classe virtuelle, ou du présentiel. Pour une formation individualisée, vous allez en effet pouvoir aussi intégrer peut-être parfois une personne, qui est un petit peu toute seule sur une classe virtuelle ou sur une journée de formation en présentiel, d'accord? Et qui va intégrer un groupe en fonction des différents thèmes justement ou des compétences, qui sont, à disposition. Alors sur la partie 5, maintenant sur l'analyse des résultats, heu, alors il faut aussi, se dire que l'analyse des résultats est un point, justement important à prendre en compte, puisque, bah, c'est vraiment ce qui va vous permettre de déterminer, le temps de formation et de voir vraiment le niveau de connaissance au démarrage. Voilà. Il faut savoir que, moi, la démarche Calliope, en tout cas, m'a permis, en effet, vraiment de progresser et de m'améliorer en termes de qualité. Alors déjà, j'ai été formé au départ, mais je me suis rendu compte que ça m'a permis aussi de me remettre un petit peu dans les rails, sur tout ce qu'on pouvait proposer. Et en fait, l'apprenant, ça le cadre beaucoup et on se rend compte qu'on a, des apprenants qui savent exactement où ils vont, hein. Alors, donc sur l'analyse des résultats, il faut savoir que au niveau de vos méthodologies d'analyse des résultats, donc vous allez bien entendu corriger l'exercice, vous allez, corriger le test de positionnement ou vous allez, justement, partir sur un entretien. Pour cela, vous allez remplir justement une grille et vous allez ensuite aménager, justement le parcours. Alors pour vous montrer, un petit peu ce que moi j'ai fait, alors voilà, alors là je pars sur un entretien de positionnement, qui a été fait pour un candidat, justement dans le cadre, de mon titre FPA à l'époque. Bien entendu, voilà, c'est un alors j'ai bien entendu changé le nom, et je suis parti en effet, alors c'était une date, vous voyez, c'était le 9 mars 2022 et c'était une durée d'1 heure. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous voyez là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur chaque compétence, d'accord? Et j'ai posé des questions, voilà. Et donc, vous voyez, dans les justifications, j'ai indiqué que le candidat différencie, par exemple, la cohésion et le scénario, parce que bien entendu, c'est des questions que je posais à chaque fois. Par contre, il n'a pas de connaissances sur l'andragogie ni sur les différentes formes NFX. Donc, c'est pour ça que je l'ai intégré, vous voyez, ici, parce que je sais de la formation. Et l'andragogie, c'est aussi un élément important pour éviter d'avoir une pédagogie trop descendante. Sur le scénario, voilà, des connaissances intéressantes sur le scénario. Le candidat est capable d'expliquer les éléments auxquels il doit faire attention pour former. Donc là, je me suis rendu compte, en effet, que je pouvais l'intégrer ici. Sur la conception des activités, pareil, j'explique que le candidat a créé des podcasts sur le management, des PPT voix off, il a fait un Padlet, il a créé un Kahoot. Donc là, je me suis rendu compte, en effet, qu'il avait déjà des connaissances, ce qui veut dire que, pareil, j'ai validé cette compétence. J'ai fait ça, en effet, vous voyez là, pour toutes les compétences. Voilà. Alors, je pourrais vous le donner en exemple, hein, un petit peu si vous voulez, en tout cas, ou un extrait. Voilà. Et en fait, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que, voilà, mon candidat n'avait pas forcément besoin des compétences C2, C3, C5, C7, C8, C10, C11, C12. Voilà. Et qu'il avait besoin de la C13, il avait besoin de la C9, il avait besoin de la C6 et de la C1. Voilà. D'accord? Donc, ce qui veut dire que, en fait, il avait besoin de 5 compétences sur les 13 compétences qui sont proposées dans
le référentiel de certification. Ce qui veut dire que j'ai estimé, en effet, en fonction du temps de formation pour chaque compétence, j'ai estimé qu'il avait besoin de 170 heures de formation au lieu des 500 heures qui sont proposées. Qui me permet, du coup, là, de lui proposer une formation sur mesure, personnalisée, où en fait, là, je l'intègre sur cette formation avec d'autres participants. Voilà. Et en fait, ce qui veut dire qu'il a des trous parfois de formation, en formation, il a des périodes où il n'est pas en formation, où je fais attention à l'intégrer justement avec aussi un autre groupe pour diminuer son temps de formation, mais qu'il puisse justement faire ces 5 compétences correctement. Eh bien, écoutez, je vous propose le dernier temps de questions-réponses. Il est 11h52, donc c'était temps. Oui. Alors, on a eu quelques remarques, des renvois sur, Oui. les replays, notamment le replay que vous aviez fait, l'animation que vous aviez faite, l'année dernière. Alors, une question, est-ce que le test en début de formation peut être le même qu'à la fin, avec l'évaluation des acquis pour constater les écarts? C'est très intéressant de faire comme ça, justement, en effet, puisque limite un test de positionnement, on peut limite partir, alors j'exagère peut-être un petit peu, mais on peut limite partir sur un sujet d'examen, par exemple. Voilà, puisque du coup, on se rend compte que c'est un test de niveau qui va permettre de déterminer ce que le candidat doit être capable d'apprendre ou voir s'il a déjà appris. Donc, bien sûr, un test de début qu'on utilise en test de fin, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de mesurer les écarts et ça permet ensuite aussi de repérer le niveau de connaissance au démarrage. Alors on n'a pas, de questions, enfin de nouvelles questions, c'est plutôt des redites, des, demandes de reformulation. Oui, Alors sur une redite, hein, une personne qui n'est pas sûre d'avoir entendu, le test de positionnement, enfin la durée du test de positionnement que vous conseillez au maximum sur une journée de formation, sur un jour de formation, est-ce que c'est 40 minutes, c'est ça? ouais, c'est 10% du temps. Voilà, donc en fait, 7 heures fois 60 minutes, ça fait 420 minutes. Donc si on 10%, ça fait 42 minutes. Voilà, donc on peut dire à peu près sur une quarantaine de minutes. Après, c'est vraiment, on va dire, il n'y a pas de théorie là-dessus, hein. C'est un peu la théorie Fabien Expini, voilà, qui l'a testé, qui permet, en tout cas, entre le test et la correction, permet d'avoir une durée de formation derrière qui soit intéressante. Une question dans la suite de la précédente sur le même test au début et à la fin. Si nous utilisons le même test en début et fin, il est donc préférable de ne pas corriger lors du débrief du test de positionnement. Exactement. Voilà. Alors après, ça va être la stratégie pédagogique, en effet, euh, que va utiliser le formateur. Bien entendu, si le test est identique, il ne faut pas corriger justement le test après le test de positionnement. Voilà. Donc à ce compte-là, on pourra diminuer le temps de positionnement au démarrage. D'accord? Et ce qui fait que on aura l'évaluation à la fin avec un test identique qu'on pourra par contre corriger derrière. Hein, puisque cette notion d'évaluation, elle doit aussi permettre d'avoir un feedback. Alors, on a une question, pour moi, c'est de la reformulation. Le positionnement Oui, doit-il vérifier, entre guillemets, le niveau pour chacune des compétences de la formation? oui, tout à fait. Voilà, tout à fait, parce que sinon, en fait, si par exemple, il y a 10 compétences dans le cadre du référentiel, et si on évalue que sur 7 compétences, bah, les 3 autres compétences, elles ne sont pas évaluées. Donc, du coup, on ne fait pas un test de positionnement sur tous les éléments, en fait. OK. Alors, il va nous rester 2 questions. Il y en a une qui va demander des exemples. Donc, je vais prendre celle, quelles sont les différences réelles entre test de positionnement et évaluation diagnostique? Il n'y en a pas réellement, en fait. Voilà, hein, puisque du coup, l'évaluation diagnostique, en effet, est une évaluation qui permet de diagnostiquer, en effet, l'état de connaissance, on va dire, au départ. Voilà, donc après, cette notion d'évaluation diagnostique, elle peut aussi être utilisée au courant dans le cours de la formation, en fait. Voilà. Hein, mais en tout cas, si jamais vous
test de positionnement égale évaluation diagnostique, je suis assez d'accord avec ça. OK. Alors une dernière question avant de partir sur celle avec des exemples. Quel est, le lien ou la différence entre recueil des besoins et test de positionnement? Alors, le recueil des besoins, on est sur l'indicateur 4, en effet. Le recueil des besoins, en effet, doit permettre, en tout cas, de voir si la formation, c'est la bonne formation, en tout cas, celle qui correspond réellement aux besoins des apprenants. Voilà. Donc, ce qui veut dire que on va aussi vérifier là s'il a besoin d'accompagnement spécifique, pourquoi il veut faire cette formation, qu'est-ce qu'il attend, quels sont les objectifs. Je vous donnerai par exemple très souvent l'exemple d'une formation en transport, voilà, ou parfois, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le BTS GTLA, voilà, c'est tout ce qui est gestion, transport, etc. Et un autre type de BTS, vous pouvez par exemple avoir un transport, un BTS qui va permettre d'être routier, voilà, et un BTS transport qui peut permettre de gérer tout ce qui est logistique. Voilà. Et ben, par exemple, si l'apprenant, au départ, il croit que avec le BTS GTLA, il peut être routier, et ben, on va lui dire non, attention, vous n'êtes pas dans la même bonne formation, donc on va l'orienter en fait. Donc l'analyse des besoins va permettre d'orienter éventuellement un apprenant vers une autre formation. Voilà. Euh, Va permettre aussi de voir ses caractéristiques, de voir en effet s'il est en situation de handicap, s'il a besoin d'un aménagement de parcours spécifique. Voilà. Alors que le test de positionnement ou le positionnement, quant à lui, va vraiment être différent puisque du coup, il a passé toute la phase de recrutement, d'accord, l'analyse des besoins. Et là, on sait que la formation est adaptée pour lui. Donc là, après, on évalue son niveau. OK, une dernière question sur, on va prendre une minute pour de nouveau donner des exemples, Oui, sur des formations courtes. Voilà, sur des formations sur le plan de formation de l'entreprise, des formations courtes de 2 à 3 jours sans prérequis. Est-ce obligatoire? De nouveau la même question. Est-ce que le oui, positionnement est obligatoire? Voilà, et et si j'insiste. oui, quel type d'outils? Est-ce que vous pouvez redonner des exemples? On a de nouveau la question. Alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Si je reviens, voyez un peu là-dessus. Voilà, d'accord, ça va être justement le test en début de formation, ça peut être le test auto-positionnement, ça peut être le quiz, quoi. Hein, voilà. Après, si c'est que c'est presque midi, si la personne est sur une formation spécifique, elle puisse nous le dire. Oui, tout à fait, on peut aller sur la dernière slide pour conclure et donner nos coordonnées. On a pu faire le tour, quasiment toutes, les questions. En tout cas, il y en a certaines, c'est de la reformulation. Certaines personnes sont déjà parties en vous remerciant pour le contenu, intéressant. Donc, voilà, on arrive à 12:00. Merci, beaucoup, pour la participation, pour les questions, les remarques. Merci beaucoup, Fabien, pour Avec grand l'intervention plaisir, Brigitte. qui me semble, D'accord. avoir été claire et on a pu prendre le temps pour les questions. Je vous laisse un instant pour conclure. Mhm. Ok, ben, j'ai terminé en gros, hein. Merci beaucoup justement pour votre participation. Voilà, vous avez, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Nous sommes à votre disposition, Virginie et moi-même, voilà, pour éventuellement vous aiguiller si jamais vous avez certaines demandes spécifiques. Voilà, Super, avec grand merci beaucoup. Alors on a beaucoup de merci, hein, dans le chat. plaisir. On vous envoie un mail avec, le questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît, à remplir et vous aurez, donc sous une semaine environ, la possibilité d'accéder directement à notre site internet sur la page Calliope pour avoir, le replay, hein. Donc on vous enverra le lien dans le mail, mais vous pouvez tout de suite, trouver sur notre site internet, aussi les autres replays. Donc les replays Calliope sur les pages, Calliope qualité certif région et les replays, notamment celui sur lequel, je vous ai envoyé le lien et mentionné, par Fabien Expili, sur, la page replay du programme, d'animation. Merci beaucoup, très bonne, journée et à bientôt.